Nous allons maintenant accueillir M. Jean-Félix Verrier, qui va nous parler en faveur de la mutualisation des moyens et des plateaux techniques adaptés. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, chers collaborateurs, je peux d'abord remercier chaleureusement Philippe Marc d'avoir provoqué cette réunion. Je pense que c'est important qu'on puisse partager entre les différents secteurs, bien évidemment, mais surtout de compléter nos expériences communes pour pouvoir progresser dans nos organisations de soins, qui, je pense, sont un élément majeur de la transformation de la gestion de la santé en France. Ce que je vous propose de faire, pas exactement à répondre à la question qui était soulevée, je vais plutôt essayer de partager un peu la vision qu'on a dans un groupe européen qui travaille à la fois sur la Suède, sur la France, mais aussi maintenant un peu sur le Danemark et également sur l'Allemagne, pour que vous puissiez avoir une idée de la vision qu'on essaie de projeter sur ces 5 prochaines années. Alors d'abord, on va partir d'un constat que nous faisons aujourd'hui en France. Vous avez sur ce schéma, sur les barres en bleu, l'activité médico-chirurgicale pour l'ensemble du groupe, et en orange, l'activité uniquement chirurgicale, je parle de l'HMNC. Vous voyez qu'entre 2013 et 2017, on est passé de 52 à 102% de taux d'ambulatoire. Et si on se projette sur les 5 années à venir, on imagine très probablement se retrouver aux alentours d'un taux d'ambulatoire de 75%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre métier, en tout cas dans notre groupe et dans notre environnement, ça va être de nous organiser sur un modèle ambulatoire, parce qu'on ne peut pas utiliser 36 000 modèles dans le secteur hospitalier. Bien sûr que le CASMIX joue également son rôle, mais nous avons également des actes qualifiés de lourds en ambulatoire, que ce soit des actes coliques, prothèse totale de hanche ou de genou, qui sont maintenant faits en ambulatoire et à des taux auxquels on ne s'attendait absolument pas, qui varient entre 30 à 60% selon les équipes, et qui très clairement nous invite à penser que lorsqu'on parle de 75%, on sera probablement à la marge inférieure et non pas à la marge supérieure. Donc transformation très claire de notre modèle hospitalier. Deuxième constat, on parlait tout à l'heure de la structure des territoires. Alors je ne vais pas colliger les dernières données, ça va être un petit peu long, mais je me suis penché sur l'avant-dernier Strauss pour un petit peu essayer de comprendre comment les choses avaient été organisées, en penchant notamment sur quelques articles qui avaient été publiés sur ce sujet. Et il semble bien, malgré tout, que ces territoires s'organisent selon une structure qui répond assez bien à la chirurgie. Pourquoi ? Eh bien, je suis convaincu, et je pense que je ne vais pas être le seul sur ce sujet, que la répartition territoriale est fortement impactée par le mode de financement, qui est celui de la T2A. Et le financement de la T2A repose bien essentiellement sur des actes techniques et donne énormément de visibilité sur ces actes. Et il est très probable que les organisations territoriales sont très directement influencées par les outils qui sont à notre disposition. Reste à les utiliser effectivement de façon beaucoup plus fine que ce que l'on a peut-être fait, y compris sur cette dernière version territoriale. Troisième constat, c'est un territoire sur lequel nous travaillons. Diagnostic, donc un territoire qui a été limité au département, comme vous pouvez le voir, c'est le département des Landes, avec un diagnostic important, fuite du recours hospitalier, qui se fait essentiellement sur Bordeaux au nord et sur la zone de Biarritz, Bayonne-Anglette au sud. Cette fuite du recours hospitalier s'explique à la fois parce qu'il y a relativement peu d'établissements, mais en prime, ils sont relativement désertés par les professionnels. Ce qui fait que ces établissements ont du mal à survivre. Malgré tout, on a fait le choix dans le groupe d'aller développer sur Dax un établissement qui était dans une situation extrêmement difficile, et en récupérant une activité d'un autre établissement qui était à côté, plus une activité plutôt des professionnels de santé, pour essayer de reconstituer quelque chose qui puisse tenir la route sur un territoire qui en avait besoin. Et puis quelle n'a pas été ma surprise en lisant récemment les conclusions de l'ARS, que finalement, comme levier d'action, on mettait très en avant la constitution du groupe hospitalier de territoire. J'ai bien compris que bien sûr, une activité privée pouvait se joindre à ce groupement hospitalier,
Il faut avouer quand même que restreindre la réflexion au groupe hospitalier de territoire, malgré tout, je pense que c'est quand même oublier une partie des acteurs. Alors, je ne sais pas quelle est la pensée profonde qu'il peut y avoir dans ce document, je l'ai consulté il y a quelques jours, et je ne suis pas au fin des discussions. Mais malgré tout, quand même, cela m'invite à me poser quelques questions sur notre capacité à construire des projets communs qui me semblent aujourd'hui impératifs dans notre pays. Enfin, il est difficile de faire cette analyse sans avoir un œil sur l'environnement économique qui pèse sur nous. Vous voyez que sur cette zone-là, donc sur la période 2002-2017, vous avez en bleu le produit intérieur brut, avec bien sûr cette chute très importante qu'on a connue en 2009. Et vous avez sur le graphique en rouge le pourcentage d'évolution annuelle des dépenses de santé. Il s'agit dans les deux cas de l'évolution en pourcentage de chaque catégorie. Ce que l'on peut dire, c'est que nous étions dans une tendance, on va dire, dans une espèce de tunnel, entre 3 à 4% sur les dépenses de santé, et que cette tendance, eh bien, elle a évolué de façon extrêmement importante en l'espace de 2 ans. Elle a été réduite à 2%. Inutile de vous dire qu'un système de santé qui subit une telle pression, ça ne peut pas être fait sans conséquence. Est-ce que le politique avait le choix pour autant? Bien sûr que non, il ne l'avait pas. Comme vous pouvez le voir ici, on avait une production qui s'était complètement effondrée. Malgré tout, on a gardé un différentiel extrêmement important entre les événements économiques et notre capacité à aller sortir du financement pour notre système de santé. Et vous voyez que sur la dernière période, de ces dernières années également, on se retrouve dans cette même situation-là. Donc on a une problématique réelle de financement de notre système de santé qui se situe bien évidemment beaucoup plus confortablement aux alentours de 4% de croissance annuelle qu'au niveau de 2% annuel. Maintenant, si on regarde quelle a été l'évolution des tarifs et de l'inflation sur la même période, donc vous avez à nouveau en bleu les tarifs ici qui sont représentés avec une zone assurée qui soit de la prévision sur les données qui sont incomplètes, et puis en rouge vous avez l'évolution du taux d'inflation. Là encore, il s'agit d'évolution en pourcentage. Et bien, on se trouvait dans une tendance qui était aux alentours de 1% d'évolution annuelle sur nos tarifs, d'évolution positive. Et vous voyez qu'en matière de taux d'inflation, eh bien, de temps en temps, c'était peut-être un petit peu insuffisant, puisqu'on ne rejoignait pas tout à fait la courbe de l'inflation. Donc il y avait déjà une courbe économique sur nos tarifs à cette période-là. Vous voyez donc que ça dure quand même depuis 2005. Et puis on voit qu'on a une seconde période où là on a un taux de croissance qui est nul alors qu'on a quand même du taux d'inflation. Donc vous imaginez bien que cette différentiel de 2 points va créer des soucis. Et puis on arrive ces 3 dernières années non plus à un niveau stable, mais carrément un effondrement de plus de 2% avec un différentiel de taux d'inflation qui n'est pas encore publié, mais on sait que ces taux d'inflation sont à nouveau en train de croître. Et donc là on va se retrouver dans une difficulté particulièrement importante, et ça quel que soit le secteur, qu'il soit public ou privé, pour financer nos activités. C'est dire que les travaux que l'on mène en ce moment sont absolument nécessaires et qu'il ne faut pas se contenter d'avoir une réflexion, soit tout public, soit tout privé, mais avoir suffisamment d'intelligence pour essayer de trouver des choses en commun, même si au départ on a des différentiels bien évidemment qui ne sont pas neutres. Alors finalement, on peut parler de l'impact de la tarification à l'activité, puisque c'est notre mode de rémunération principal aujourd'hui, et de sa gestion politique. Ce que l'on peut dire, c'est que ce mode de rémunération, finalement, il ne nous est pas si défavorable que ça en matière d'organisation des territoires échangés, puisqu'il donne beaucoup de visibilité à nos activités. Malgré tout, nous avons des impacts extrêmement négatifs. Le premier, c'est que la T2A s'est figée. Elle a été littéralement glacée. Puisqu'il n'y a plus de rémunération des innovations technologiques. Je parle notamment pour une activité d'urologie. On a des représentants particulièrement célèbres autour de nous aujourd'hui. Lorsqu'on veut rémunérer du laser ou du télémanipulateur, je peux vous garantir qu'on a beau tordre dans tous les sens les données, on n'arrive pas à sortir de la marche sur ces activités-là. Et je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, nous avons 5 robots dans le groupe. La question que nous nous posons, c'est comment arriver à les renouveler. On est en train de chercher toutes les solutions possibles, à la fois en termes de financement, mais également en termes d'alternatives au niveau des fournisseurs, puisqu'on commence à voir quelques fournisseurs arriver sur le marché. Mais malgré tout, nous, on a besoin de nous renouveler une partie de nos robots à la fin de l'année. Et très clairement, on voit difficilement comment arriver à trouver une alternative plausible. Donc on risque d'arrêter cette activité
On va essayer quand même de trouver des solutions malgré tout. Donc pour vous donner une idée sur l'unité d'urologie, voilà le chiffre d'affaires par an, 4 millions d'euros, c'est 4000 patients, donc c'est quand même pas rien, et c'est pas que des patients chez qui on enlève ou on met des sondes, hein, c'est vraiment une activité réalisée par d'excellents professionnels, ils sont nombreux, ils sont 7 dans l'équipe, et ils ont un savoir-faire tout à fait remarquable sur cet élément-là. On leur a capé l'activité de robot, parce qu'il se trouve que dans cette activité-là, plus on en fait, plus on perd d'argent. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on amortit que l'achat, mais nous avons de la maintenance et du coût du consommable qui est particulièrement important, qui empêche d'équilibrer cette activité-là. En fait, l'ensemble de la marge de l'entreprise est capturé pour le fournisseur. Les autres intervenants se retrouvent, excusez-moi du terme, un petit peu marrons dans l'histoire, à savoir que le chirurgien ne s'y retrouve pas bien évidemment, mais au-delà le patient, puisque c'est par son intermédiaire que sont payés ses actes, et également l'établissement pour celui, non seulement il ne tire aucune rémunération, mais en fait, vous voyez, le résultat opérationnel, c'est moins de 100 000 euros par an, c'est-à-dire que toute l'activité, tout l'effort humain qu'il y a eu autour de la construction de cette activité-là, eh bien, elle est entièrement capturée par un fournisseur. Aujourd'hui, cette situation-là, elle est parfaitement inacceptable. Enfin, 3 ans de réduction des tarifs, ça a un impact extrêmement sérieux sur les entreprises, et là encore, je vous donne un exemple d'entreprise privée, mais pour les entreprises publiques, on est exactement dans le même raisonnement. Nous détruisons aujourd'hui la marge des entreprises hospitalières. Pour un groupe comme le groupe Capio, ça représente 24 millions d'euros de résultats sur 3 ans. Je peux vous garantir que ce n'est pas anodin du tout. Ça veut dire quoi détruire la marge de l'entreprise? Ça veut dire attaquer ces 3 piliers qui aujourd'hui permettent de construire ce qu'est aujourd'hui une entreprise, à savoir le pilier de l'innovation, le pilier de l'investissement, et le pilier qui est probablement l'un des plus importants, qui est la formation continue, à la fois bien sûr des professionnels médicaux, mais également des professionnels paramédicaux, surtout dans le cadre d'un changement que nous opérons dans le groupe, qui est un changement qui nous permet de passer d'une chirurgie d'hospitalisation complète en chirurgie ambulatoire ou en quelques jours d'intervention. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on pourrait proposer comme objectif pour alimenter un petit peu notre réflexion? Eh bien, je mettrai en premier lieu ce pourquoi nous sommes faits, à savoir produire du soin pour des patients. Ce qui est important, à mon avis, c'est de produire de l'information utile pour les patients. On appelle ça qualité des soins, on va appeler ça plutôt des indicateurs de résultats. Vous voyez qu'on a quand même des publications intéressantes. Alors, bien sûr, elle date un petit peu, je crois qu'elle a été fortement critiquée, elle date de 2012, elle est publiée dans le Lancet. Elle étudiait la mortalité en chirurgie à 7 jours, sur à peu près 450 centres à travers le monde. Et vous voyez qu'on a un différentiel qui est relativement important. Des écarts qui sont assez larges, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait des différences extrêmement significatives, mais il n'empêche que ces éléments-là, je pense que si on les mettait en France, eh bien, nous aurions probablement, par spécialité, des résultats pas inintéressants et qui nous permettraient de progresser sur cet élément-là, parce qu'il est incontestable que une meilleure qualité de soins produisant de meilleurs résultats, ils sont à la fois pour les patients, mais ils sont également à la fois économiques. Donc qu'est-ce que nous avons fait dans l'entreprise? Eh bien, nous sommes saisis de cette question-là, et nous menons actuellement une réflexion européenne pour qu'en même temps qu'il y ait du reporting financier, parce qu'aujourd'hui, malgré tout, quand on est dans le privé, il y a du reporting financier, c'est quand même, à mon avis, pas une bonne façon de gérer un établissement de santé ou un groupe de santé. Et donc on a décidé de mettre en place du reporting qualité des soins avec des indicateurs de résultats qui comptent pour les patients. Vous avez ici un exemple, nous appelons tous les patients, on a décidé de monter un questionnaire standard pour l'ensemble des pathologies. Bon, c'est pas très malin, ça s'applique peut-être pas forcément de la même façon à tout le monde, mais c'est au moins l'avantage de donner des résultats de population importants. Nous avons actuellement 10 046 patients dans la base, et vous voyez que sur les douleurs au repos à domicile, on a en moyenne une médiane qui est à 1, idem à la mobilisation, idem à la nuit. Vous allez me dire peut-être que vous faites que d'ophtalmologie, c'est pas étonnant que vous ayez ce type de résultat. Absolument pas. Nous avons effectivement des actes lourds, ça a été démontré tout à l'heure, et nous avons en fait des actes qui étaient étiquetés lourds, entre guillemets, et qui sont pour nous maintenant des actes relativement standards qu'on pourrait faire dans n'importe quel secteur hospitalier ambulatoire. Le deuxième schéma vous retrace les éléments de désagrément. On a essayé de s'intéresser sur les nausées, vomissements, les états fébriles, troubles du sommeil. C'est important pour un patient de bien dormir à son domicile lorsqu'il a quitté le secteur hospitalier. Et vous voyez que je pense que ces résultats, on va les retrouver dans beaucoup d'unités, bien évidemment. Et vous voyez que globalement, on a quand même 75% des patients qui sont vraiment très bien au retour à domicile, mais on a quand même du travail à faire
notamment quelques petites précisions sur des éléments un peu spécifiques qui concernent chaque spécialité. Donc travailler sur les indicateurs de résultats, pour nous, c'est incontestable. Il faut impérativement que l'on mette ces éléments-là. Et ces éléments-là devraient pouvoir nous guider pour le pilotage de nos groupes hospitaliers, qu'ils soient publics ou privés. Je vais prendre un exemple, je pense qu'il est très connu des urologues. La clinique Martinier est un établissement qui a été constitué par un groupe universitaire de Munich. Ils avaient un groupe qui était extrêmement déficitaire, ils ont décidé de ne pas tout faire et d'externaliser une partie de leur production de soins. Ici, il s'agit du traitement des cancers de la prostate. Et vous voyez qu'ils n'hésitent pas à publier leurs résultats sur leur site, vous pouvez y aller, ils sont parfaitement accessibles. Résultats particulièrement intéressants, vous voyez que le taux de survie, ça intéresse les patients bien évidemment, taux de survie ici, pour des tumeurs localisées 98%, et c'est un taux de survie à 10 ans. Pour dire que la base de données est particulièrement importante, avec une absence de récidive biochimique à 87%. Si vous regardez un autre élément de qualité de vie pour les patients, notamment après une intervention comme celle-ci, le niveau de continence, vous voyez que cet établissement, par son process de soins, est capable aujourd'hui de produire un taux d'incontinence nul de 93% versus aujourd'hui, ce qui doit être à peu près pratiqué dans tous les centres à travers l'Europe de bonne qualité, probablement un taux de 60%. Dans le même temps, ils partaient d'un petit effectif de patients qui était 4 fois inférieur à celui que vous avez ici, et ils sont montés pour un centre européen à 2200 patients par an, soit 2 fois ce que fait la Mayo Clinic, ce qui n'est quand même pas inintéressant. Quelle a été la clé de succès de cette entreprise, qui encore une fois je vous rappelle du domaine académique? Eh bien ça a été de mettre de l'hyperspécialisation, un nombre de chirurgiens suffisant, et surtout permanent, qui ne se baladent pas partout, et avec bien sûr des données pour pouvoir corriger ce que l'on fait. Voilà un peu le modèle que moi j'aimerais bien avoir dans le groupe dans lequel je travaille aujourd'hui. Encore une fois, qualité passe par probablement la spécialisation, mais en même temps par les volumes. Alors qu'est-ce qu'on pourrait donner comme prérequis d'une organisation territoriale de la chirurgie? Je vais peut-être un petit peu reprendre ce que nous avons tous échangé ici, ce qui est quand même, je crois, assez rassurant. Je pense que la définition du territoire de chirurgie, on l'a rappelé tout à l'heure, elle doit être définie par spécialité. Et ce n'est pas forcément le territoire qu'on appelait de santé et maintenant de démocratie sanitaire, qui est peut-être le plus important, mais vraiment aller taper sur quel est le trajet aujourd'hui des patients, où vont-ils, et quels sont les résultats dans les endroits où ils vont. Voilà un peu ce qui nous intéresserait. Et puis il y a des filières qui existent. Une filière intégrée, quoi de mieux? Aujourd'hui, nous avons un de nos établissements, par exemple, qui s'est vraiment consacré à construire une filière cardiovasculaire de très très bonne qualité. On a des médecins cardiologues, des interventionnels, des chirurgiens, des kinés, des infirmières, des responsables d'unité de soins. L'ensemble de la filière est parfaitement coordonné. Ils sont coordonnés avec la ville, ils sont coordonnés avec le post-opératoire. Voilà quelque chose qui est intéressant. Et quand on étudie les résultats, ils sont au rendez-vous. Et bien ça, s'il vous plaît, il ne faut surtout pas y toucher. Il faut au contraire essayer de le reproduire. Pour ce qui concerne la demande de soins, encore une fois, il faut cibler par spécialité, bien évidemment, filière intégrée. Et encore une fois, s'il existe des réseaux qui fonctionnent, s'en inspirer et voir encore les améliorer, mais surtout ne pas faire de la destruction, ce n'est pas le but du jeu. Pour ce qui concerne l'offre de soins, je dirais qu'avant de s'occuper de l'établissement et d'autres éléments, c'est avant tout les équipes. Aujourd'hui, le soin il est produit par des hommes et des femmes, et c'est cela qu'il faut aller voir. Quels sont les opérateurs? Pas uniquement se limiter à l'opérateur médical, mais également l'opérateur paramédical, et valoriser les compétences situées au niveau des équipes. Je ne vais pas revenir sur les résultats patients, je crois que vous avez compris que c'est un élément qui pour nous est un élément essentiel. Et enfin, en dernier lieu, bien évidemment, les plateaux techniques. Comment aujourd'hui on peut travailler avec les plateaux techniques? Quand on a vu la problématique qui se posait avec la robotique, aujourd'hui, la réflexion que l'on doit avoir, il faut peut-être en faire profiter plusieurs, en sachant que de toute façon on n'arrivera pas à équilibrer cette production avec cet outil-là, mais on ne désespère pas, peut-être que la Caisse d'assurance maladie viendra intelligemment nous donner un petit coup de pouce, en même temps qu'on sera capable de développer d'autres outils en Europe. Il y en a au moins un en Allemagne et en Angleterre. Je ne peux que déplorer qu'aujourd'hui en France, seul outil qu'on avait
est parti aux États-Unis et que nous avons, avec tous les excellents ingénieurs à notre disposition aujourd'hui, qui travaillent probablement dans des secteurs très intéressants, mais sur ce secteur-là ne produisent aucun élément, on peut le regretter fortement. Et n'oublions pas qu'à la clé d'une organisation territoriale, ce qui nous intéresse en définitive, eh bien, c'est bien le meilleur service apporté aux patients. Alors maintenant, quelques solutions. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'évolution de l'ambulatoire, de l'unité à près de 75%. Notre métier aujourd'hui, c'est de nous organiser sur le modèle de l'ambulatoire, avec des consultations pré-op anesthésiques, infirmières, associées à une pré-administration administrative et des outils de communication patient qui nous permettent d'éviter de mettre des emplois là où on n'en a pas besoin, et au contraire de se concentrer là où on en a besoin. On a parlé évidemment des unités d'accueil et d'orientation, mais ça peut passer également par une unité de chirurgie ambulatoire, avec des admissions directes au bloc opératoire. Très clairement, ces unités, notamment pour les unités de chirurgie ambulatoire court, sont directement au contact du bloc. Ça peut être un peu moins vrai pour une unité de chirurgie ambulatoire long. Et puis, probablement des petites astuces, notamment de mutualiser sur les gestes très courts les unités de chirurgie ambulatoire court avec la SSPI. En gros, vous êtes sur la même situation. On parlait tout à l'heure de ne pas mélanger le flux de chirurgie avec le flux d'endoscopie. Effectivement, on sépare ces flux, notamment parce que l'endoscopie, ça va extrêmement rapidement, qu'il n'y a absolument aucun intérêt de passer par l'unité de chirurgie ambulatoire. Les patients arrivent très directement au bloc opératoire par avoir changé de tenue et ils repartent du bloc opératoire directement chez eux. Donc là, on a quelques petites astuces, bien sûr, à mettre en œuvre, des scorings de sortie, des mises à la rue conditionnelles sur ces scores de sortie. Et puis pour les autres patients, eh bien, nous avons le transfert vers l'unité de chirurgie ambulatoire long. Quand on dit long, c'est au maximum une rotation, voire pas de rotation, voire de l'hospitalisation en unité de chirurgie complète qui va se faire sur quelques jours. Là aussi, on a des idées à mettre en œuvre. Alors si on regarde du côté de nos petits collègues, parce qu'ils sont petits d'ailleurs, nos collègues suédois tout court, la Suède, c'est 9 millions d'habitants. 9 millions d'habitants, ils ont énormément travaillé sur les process de soins, ils ont développé un talent qui est absolument incontestable sur ce sujet. Ils ont des centres de consultation qui sont importants, des centres de consultation primaire, pluriprofessionnels, soit généralistes, soit spécialistes, soit parfois les deux. C'est eux qui alimentent les centres, et très clairement dans leur réflexion, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, des équipes importantes, probablement moins de centres, moins de spécialités par centre. C'est une erreur de vouloir tout faire. De l'hyperspécialisation conséquente bien évidemment, et de façon à générer des volumes suffisants. Pas trop non plus, il en faut, mais en tout cas suffisant pour bien s'organiser et faire du bon boulot. Les centres de consultation alimentent des centres spécialisés. Vous avez des centres d'orthopédie, des centres d'ophtalmologie, mais vous avez également des centres ambulatoires, plus exactement développés sur l'ophtalmo. Ensuite, vous avez l'association centre hospitalier, voire des centres hospitaliers d'urgence. Et aujourd'hui, le sujet, c'est de travailler en collaboration étroite entre les centres spécialisés, les centres ambulatoires et les centres hospitaliers d'urgence. Et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on augmente dans la complexité, ici on est au niveau du centre universitaire, clairement les volumes sont beaucoup moins importants. Ça veut dire que là où nous nous situons aujourd'hui, beaucoup dans les centres libéraux, nous sommes dans cette réflexion-là. Nous sommes un petit peu au bas du schéma, et plus à droite, c'est-à-dire qu'on génère beaucoup de volume sur des actes que l'on peut organiser parce qu'ils ont été préparés à l'avance. Certains centres sont sur de l'urgence, mais ils arrivent maintenant à intégrer, y compris dans le parcours ambulatoire, des urgences. Alors bon, tous les modèles ne sont pas forcément excellents. Le modèle suédois, il pêche par une grosse problématique, c'est qu'ils ont de la liste d'attente. Et ils ont de la liste d'attente parce qu'ils ont un modèle de santé qui est créé de cette façon-là. C'est un modèle qui est de type anglais, on va dire, un peu leveragien, avec entièrement payé par l'impôt. Et ils ont résolu le problème en faisant entrer un petit peu de privé. Nous, c'est comme ça qu'on est rentré dans le marché. On assure la gestion d'un établissement public avec des objectifs qui sont donnés par la région, par le comté, pour rester suédois, des objectifs que l'on doit atteindre au bout de 10 ans, avec des financements qui sont d'emblée capés sur ce que l'on va avoir dans 10 ans. En gros, on doit faire l'effort au début, on va perdre un peu d'argent, et puis à la fin, on s'y retrouve parce qu'on a réussi à mener ces réorganisations. Comme quoi, complémentarité privée-publique, même en Suède, on y trouve un certain intérêt.
Alors qu'est-ce qu'on pourrait proposer en définitive? Jusqu'à maintenant, on parle du centre hospitalier. Vous savez, c'est un peu, je me rappelle d'un petit dessin que j'avais vu quand j'avais travaillé à Houston. Il y avait un petit dessin à l'aéroport qui montrait la vision du monde par Houston. Là, on est un petit peu dans la même situation. Aujourd'hui, on a une vision du monde que l'on voit à travers notre prisme hospitalier. C'est certainement pas comme ça qu'il faut voir le soin. Le soin aujourd'hui, le centre du soin, il est ici sur les centres primaires. C'est eux qui alimentent la filière de soins et c'est eux qui devront, je pense, probablement à l'avenir, définir en fonction de certains critères où les patients devront se rendre en fonction des éléments qu'on va leur produire et parmi ceux-là, bien évidemment, la qualité et sécurité des soins, mais la qualité dans le sens des résultats patients. Très clairement, probablement davantage de centres ambulatoires que l'on a aujourd'hui en France. On a ouvert un centre ambulatoire à Daumont et on voit la qualité et l'intérêt de ce type de centre, mais également des centres hyper spécialisés. Nous avons fait des opérations de restructuration importantes, notamment sur Bayonne. Nous avions à l'époque un établissement qui faisait, c'était une première partie de la restructuration. Donc on a restructuré tous les services d'orthopédie sur une petite structure qui marchait remarquablement bien. Et puis on a fait un gros établissement et puis on a mis la petite structure qui marchait remarquablement dans la grosse structure, je vous le donne en mille. Et bien nous avons cassé un petit peu tout ce qui marchait très très bien. C'est dire que quand on travaille dans un CHU, dans une grosse structure, et ce que nous on a reproduit, et je ne suis pas sûr que ce soit finalement la meilleure façon de faire, eh bien on recrée de la complexité. Donc si on recrée de la complexité, il faut à nouveau diviser, et pas nécessairement penser qu'on va faire de l'efficience en faisant gros. Gros, c'est pas forcément très efficient. Donc il faut probablement penser à des organisations par grande spécialité, notamment spécialité orthopédique et chirurgie du rachis, ont parfaitement une bonne logique à travailler dans une unité presque un petit peu autonome dans le centre, dans un centre plus important. Voilà, donc en résumé, je dirais, c'est un petit peu cette mantra qu'on a envie un petit peu de répéter. Et puis d'autre part, ils sont de consultation primaire et sachons nous organiser un petit peu dans ce type d'organisation. Ce grand cercle vert pour dire qu'évidemment, lorsque l'on manque de ressources, l'organisation d'une équipe d'urologues sur plusieurs, comme ça vous a été dit, plusieurs reprises, est effectivement une organisation tout à fait remarquable et qui gagne évidemment à être produite. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, c'était très intéressant, mais nous avons beaucoup dépassé le temps.